Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, nous sommes de retour. On va continuer donc de parler de la Guinée avec le procès de l'ancien président Dadis Camara. Et puis après, on parlera du Togo, toujours avec mes deux invités, Beau Soleil Obekou et Horus Donkovi. Le procès historique de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, jugé pour un massacre commis le 28 septembre 2009, a repris lundi après avoir été suspendu plus d'un mois à cause de deux grèves successives. Ce procès a été suspendu le 28 mai, les avocats refusant de plaider parce qu'ils disaient n'avoir toujours pas été payés. Ils devaient reprendre le procès le 21 juin après un accord trouvé entre les deux parties, mais avaient ajourné de nouveau après une grève des gardiens de prison. Finalement, ils ont accepté reprendre le procès le lundi dernier en disant que la justice guinéenne leur a donné des gages que leur situation allait être réglée si jusqu'à la fin juillet cela n'est pas fait. Ils menacent à nouveau d'observer un mouvement de grève, ce qui risquerait de paralyser ce procès historique Horus Donkovi, parce que à la reprise, on a écouté donc un certain Marcel Guilavogui, qui est un membre de la famille et neveu de Moussa Dadis Camara, qui avait affirmé dans un premier temps que le président Dadis n'avait rien à voir avec le massacre, mais qui est revenu sur sa parole. J'ai décidé de dire la vérité. Je pensais que le président Camara allait avoir le courage d'assumer la responsabilité de ce qu'il avait planifié, mais finalement, il a vu que Dadis rejetait la responsabilité. C'est un procès qui promet encore. Alors oui, c'est un procès qui promet encore. Après, je pense qu'il faut, il faut peut-être partitionner tout ça. Alors, je respecte beaucoup la Guinée parce que la Guinée fait un exercice que n'ont pas le courage de faire plusieurs pays, c'est-à-dire juger les militaires et plus encore les personnalités qui sont impliquées dans des massacres. On n'a pas malheureusement ça en Afrique, quel que soit le pays, c'est très très rare. Maintenant, ce procès, je pense que l'intérêt de ce procès, c'est de spécifier les responsabilités et de laisser une touche dans l'histoire. C'est quelque chose qui va pouvoir alimenter les générations futures et qui va pouvoir statuer sur l'impunité de ceux qui présument à tenir les rênes du pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne M. Dadis Camara, c'est que, alors, je suis content que le monsieur revienne et fasse le témoignage, un témoignage beaucoup plus complet sur la participation de M. Dadis Camara, en sachant que dans ses premières déclarations, il était très évasif, on sentait qu'il ne voulait pas se déclarer. Je pense que j'ai suivi quelques-unes de ses interventions. On sentait qu'il était très sur lui-même, très introverti, et que maintenant, bon, on va en savoir encore un peu plus. Mais à la vérité, ce qui s'est passé en Guinée, aucun chef d'État ne peut prétendre qu'il n'est au courant de rien, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est passé sur 1, 2 minutes ou 5 minutes, non, même pas sur 1 heure, non, il s'agit d'une journée entière. Et donc, il est quasiment impossible d'être à Conakry, d'être président de la République, plus encore officier de l'armée, sous un, comment on appelle, dans une mainmise totalement dictatoriale, et prétendre qu'on est au courant de rien sur quelque chose qui s'est passé sur une journée entière. C'est impossible. Donc, de facto, M. Dadis Camara, qu'il le veuille ou non, est coupable. C'est-à-dire, on peut tourner la chose dans tous les sens que l'on veut. Il est coupable. Si alors, il n'y a pas de sens à se dire « je n'étais pas au courant », c'est impossible. Et si il est dans la démarche de dire « je n'étais pas d'accord pour cela », cela sous-entend que si vous n'étiez pas d'accord pour cela, à un moment donné de la situation, vous vous êtes déplacé vous-même pour arrêter ce qui se passe. Ce qui n'a pas été manifestement le cas. Donc ça veut dire que soit vous avez donné l'ordre, ou soit de façon, comment dirais-je, vous avez accepté que cela se fasse en y octroyant votre silence. C'est-à-dire vous êtes une caution tacite. Vous avez laissé vos hommes faire en sachant que mais il s'agissait d'un massacre et d'abus.
Et donc, quand je vois, en aucun cas, je ne vois l'innocence d'Addis Camara. Mais en aucun cas. Ce que Marcel Guilavogui dit, il a employé 3 mots. Il dit Dadis était le concepteur, l'ordonnateur et l'exécutant du massacre. Oui, c'est son témoignage. Et au fait, ce procès est vraiment suivi par les Guinéens, par les Africains, de par le monde. Donc, c'est aussi intéressant et ça permet de voir à la fin et de connaître les tenants et les aboutissants de ce massacre et aussi les coupables, les instigateurs et les auteurs. Donc, au fait, c'est quand même à saluer ce procès d'abord. Et le témoignage de Marcel, comme lui-même s'appelle, bon, j'ai suivi un peu et ça a été quand même long. Mais ce qui a suivi encore, on croirait que après ce témoignage-là, que même Dadis Camara, il n'y a rien à dire encore qu'il est coupable. Donc, par rapport à ce que vient de dire Oris, Dadis n'est pas encore coupable. C'est la justice qui va établir et ce n'est pas encore joué parce que après la déclaration de Marcel, les questions, les avocats qui sont intervenus, il y a des questions qu'on a posées à Marcel, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et ces réponses étaient vraiment évasives et ça ne donnait pas de la garantie pour la crédibilité des déclarations qu'il avait faites avant que ces questions ne lui soient posées. Mais je ne dis pas que sa déclaration n'est pas crédible. Non, au contraire. Il a dit beaucoup de choses dans lesquelles il y avait la logique. Mais quelque part, dans cette déclaration aussi, il y a quand même des zones d'ombre. Donc, et surtout les questions que les avocats ont posées par la suite, où ils n'arrivaient pas à se défendre ou à répondre. Et il y a certaines questions qui n'arrivaient pas à laquelle ils n'arrivaient pas à répondre. Donc ça aussi, bon, ça jette un peu de discrédit sur son témoignage. Mais la justice est ce qu'elle est. La personne peut être déstabilisée devant certaines questions. C'est ça le rôle des avocats aussi. Peut-être qu'ils disaient la vérité. Le rôle des avocats, c'était ça. On te pose certaines questions qui te déstabilisent. Mais alors que peut-être ce qu'il dit est vrai, je crois que c'est une bonne chose. C'est ça pour la manifestation de la vérité. Et il faut que ça se passe comme ça. Et lorsque ça se passe comme ça, vous voyez tout le peuple guinéen et au niveau africain aussi, on attend l'issue de ce procès. Ouais. Et parce que si on attend l'issue de ce procès de cette manière-là, c'est parce que la manière dont ça se déroule, tout le monde, c'est un procès vraiment équitable, tout le monde intervient, on le coupe. Et puis le président de ce tribunal, le président du tribunal, là, il conduit bien les débats, tout ça. Et donc, il faut savoir qu'on aura à découvrir encore beaucoup de choses. Et il sera quand même très difficile aux coupables de pouvoir s'en sortir. Et il sera aussi difficile, il est vrai, à la partie civile aussi de prouver l'innocence à 100%, la culpabilité à 100% des prévenus. Mais toujours est-il que on a quand même ceux qui sont accusés dans le box des accusés, les déclarations qui ont été faites jusqu'à maintenant et les témoignages. On sait quand même que quelque chose s'est passé. Et aussi, je suis d'accord aussi que le président Dadis Camara même est quand même un coupable sérieux, un présumé coupable sérieux dans cette affaire. Étant donné que c'est lui qui était le président de la République, qui avait la même mise sur les militaires, il était le chef des armées aussi. Donc je crois que ça serait difficile qu'il s'en sorte. Et de cette manière-là, la défense qu'il a prise, sa stratégie de défense, à mon avis, ne l'arrange pas. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Oui, ça c'est clair. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Et aussi le
la charge de Marcel, et quoique quelque part il y a des zones d'ombre, ben, ça n'arrange pas le président Dadis Camara. Il faut rappeler qu'un des avocats de Marcel, David Béavogui, a jeté l'éponge, estimant qu'il ne peut pas défendre une chose et son contraire, faisant référence au fait que Marcel a eu des propos contradictoires en interrogatoire, et puis il est en train de revenir sur ses propos. Mais Russe Donkovi, depuis le début de ce procès jusqu'à aujourd'hui, on a écouté plusieurs témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se constituer le film des événements du 28 septembre 2009? Je pense quand même qu'on a, petit à petit, on a quand même des éléments. Mais après, tout n'est pas encore clair. Il y a quand même des zones très embrouillées, tout ça, notamment en ce qui concerne la chaîne d'ordre. Oui, la chaîne de commandement, on a beaucoup, c'est vraiment très, très embrouillé. Chacun se rejette la responsabilité. Chacun se rejette la responsabilité. Et c'est justement pour cela que je dis que, alors si vous voulez, j'appelle ça une diversion. Parce que, oui, si c'est intéressant d'avoir des spécifications pour l'histoire et pour rectifier le mode d'ordre le mode opératoire au niveau de la chaîne de commandement, des chaînes de commandement futures, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les responsabilités, quel que soit le truchement par lequel on passe, les responsabilités sont établies. Donc, pour moi, non, sans femmes. Comment est-ce que vous violez 100 femmes? On parle les chiffres officiels parlent de 156 morts et 109 femmes violées. Voilà. Mais ces chiffres, selon beaucoup de rapports, sont certainement en deçà des réalités. Alors, si vous parlez de 109 femmes en deçà des réalités, plus de 1400 blessés, un stade. On ne parle pas d'un petit quartier, tout ça. Non, un stade entier, plein, avec des personnalités, des opposants. Mais comment est-ce que vous pouvez prétendre ne pas savoir? C'est impossible. C'est pas possible. Bon, maintenant, après, quand vous dites... alors, là, au niveau de la chaîne commandement, alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé que les troupes y aillent. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de l'armement de ces troupes. Et puis, il faut bien quelqu'un qui ait donné les ordres. Et les ordres qui ont été donnés, mais ils ont été donnés sur la durée. Il ne s'agit pas d'ordres qui ont été donnés, on s'est aperçu de quelque chose et après on a dit bon arrêtez, tout ça. Non, ça a été donné sur la durée parce que la répression a duré une journée. On ne viole pas 109 femmes comme si on violerait, je ne sais pas, on ne le fait pas en une minute. Les personnes qui ont été tabassées, qu'on a poursuivies dans les quartiers et ainsi de suite, le matériel mis à disposition et après le repli des troupes qui ont réprimé. Et après, toute la dynamique qui a consisté, même sous la présidence de M. Alpha Condé, à, reporter plusieurs fois l'échéance du procès. Mais ça dit beaucoup de choses. Donc, pour moi, alors, si vous voulez, il y a une envie de diversion sur les spécificités de la chaîne de commandement. Mais après, peut-être après, je vais m'exprimer de façon triviale, mais après, tout ce monde, il faut ramasser et mettre en prison. Parce que de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne sait pas exactement qui a donné les ordres, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a délimité le cercle des responsabilités. On sait, dans ce cercle de responsabilité, le nombre de personnes et quels sont les acteurs qui ont pu donner plus ou moins les ordres et qui, de toute façon, que l'on prenne le taureau par les cornes ou par la queue, sont au départ de ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, on voit un peu les taux se resserrer donc autour du président Dadis Camara, ça c'est un fait. L'autre chose, et je l'avais dit avant d'introduire ce sujet, c'est que le procès avait été reporté à cause d'une grève des avocats. Ceux-ci menacent, s'ils ne sont pas payés jusqu'à la fin du mois de juillet, de retourner en grève, ce qui risquerait de paralyser à nouveau le procès. Comment on peut comprendre que ce beau spectacle judiciaire, les avocats ne soient pas traités financièrement? Oui, ça se comprend.
Parce que la Guinée n'a pas les moyens de tenir... Oui, c'est vrai de dire que le spectacle est beau, mais c'est coûteux aussi. Oui, oui. Avant de mettre en place ce tribunal, il a fallu un grand investissement. Donc, si peut-être le procès a été peut-être reporté au temps d'Alpha Condé, ça peut aussi être justifié par la faiblesse, le manque de financement pour pouvoir avoir ce tribunal-là et aussi payer, financer tout le procès. Et c'est ça, cette difficulté, c'est ce qui amène au non-paiement de ces personnes qui font grève. Et je crois que les responsables de la Guinée vont tout faire pour que ce procès ne soit pas suspendu, que ça puisse aller jusqu'au bout. Et effectivement, quand on travaille, il faut être payé. Donc, c'est beau, le spectacle est beau pour toute la Guinée, pour toute l'Afrique, mais il faut quand même que on arrive à financer ce procès. Et je crois qu'ils vont trouver une solution pour que le procès puisse aller à son terme, pour que on n'ait pas un procès qui a été bâclé. Je crois que les responsables au niveau du pays, je veux parler du gouvernement, et aussi les autorités judiciaires veulent avoir un procès exemplaire, et je ne crois pas que ils vont lésigner sur les moyens pour ne pas pour que ce procès ne puisse pas aller à son terme. Je crois que le financement aussi va suivre. Et vivement que nous puissions avoir un dénouement vraiment heureux, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ce problème de financement. Donc, que ce procès, qu'on ne puisse pas le suspendre, et peut-être ne pas le reprendre après, et que ça se termine comme ça, sans que de poisson. Donc, vivement que ça puisse aller à terme pour qu'on puisse avoir les responsables, situer vraiment les responsabilités et faire justice à ces victimes qui n'attendent que ça. D'accord. On va passer maintenant au dernier sujet. Nous parlons maintenant du Togo, la conférence épiscopale qui s'engage contre les violences sexuelles dans l'Église, le scandale des violences sexuelles qui secoue l'Église. Nous parlons ici bien sûr de l'Église catholique, est aussi une réalité au Togo. Et pour combattre ce fléau, l'épiscopat du pays a réaffirmé au Saint-Siège son ferme engagement à lutter contre toute forme d'agression commise par le clergé ou tout autre agent pastoral. Le 7 juillet dernier, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson, a insisté sur l'urgence de lutter contre les abus sexuels dans l'Église. C'était à l'occasion de la clôture de l'année pastorale 2022-2023. Au Centre Christ Rédempteur à Lomé, le père Séverin Gakbé à cette session a confirmé que tous les prêtres de l'archidiocèse de Lomé ont déjà signé le code de conduite de protection contre les abus, un processus en cours au niveau des instituts religieux. Horus Zonkovi, une question un peu toute, je veux dire un peu toute taquine. On est ici dans un milieu clérical. Dans le clergé, abus sexuels, ça fait pas bon ménage. Oui, ça fait pas bon ménage, mais après, c'est quelque chose de courant. Alors, généralement, il y a beaucoup de débats qui concernent la religion, mais la religion, c'est quelque chose de... C'est un outil géostratégique. Moi, je mets une différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est un outil géostratégique, c'est un outil politique, c'est parfois même un outil économique. Je rappelle que si, par exemple, je parle de l'Église catholique, la présidence, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est un pays. Il y a une banque du Vatican, ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un pays, il s'agit d'un État avec... Le pape est un chef d'État. Le pape est un chef d'État. Et donc, à travers l'histoire, les abus
au niveau des religions et pas seulement au niveau de la religion chrétienne sont légion. Très souvent, malheureusement, les religions ont été coupables et ont même défendu les abus. C'est pour ça d'ailleurs, au niveau de l'Église catholique, il va avoir la réforme. Lorsque Luther se lève et qui dit à un moment que non, qu'il veut couper avec certaines choses et que commence à se lancer les mouvements du protestantisme, c'est parce que justement il estime au sein de l'Église catholique, il y a un certain nombre de choses qui sont cautionnées et qui ne devraient pas l'être. Lorsque vous prenez l'Église anglicane, où un roi va rompre avec l'Église tout simplement parce qu'il a envie de se remarier et qu'il n'est pas adoubé par le pape et donc qu'il doit lancer sa propre Église, je pense que cela dit plus ou moins tout. Et après, par rapport à l'Afrique, en termes d'abus, que ce soit l'esclavage, que ce soit au temps coloniaux, un certain nombre d'abus, de répression des populations, que ça soit, comment dirais-je, les scandales de métissage où on a eu des enfants placés dans les orphelinats et ainsi de suite, à toutes les strates, dans toutes les grandes phases de l'histoire, on a vu l'Église être coupable d'eux. Donc on a eu l'Église, quand je précise l'Église, je nommais pas les autres religions qui ne sont absolument pas meilleures. Oui. Donc c'est bon de se bonifier avec le temps. Et si effectivement on peut statuer sur les abus, ça serait bien. Bon, les derniers scandales de l'Église catholique, je pense que petit à petit on s'est rendu compte que non, malheureusement lorsque on avait des prêtres qui étaient coupables de certaines exactions à l'extérieur, on les envoyait en Afrique. C'est-à-dire, griffe le petit dépotoir, on les envoyait en Afrique. Donc on a eu des prêtres, je pense qu'il y a eu un scandale en Guinée. On a envoyé un prêtre qui, dans d'autres contrées, avait été déjà indexé pour un certain nombre de crimes. Donc, le fait que l'Église puisse statuer sur les abus est tout à fait normal et cela rentre je pense, dans les cadres des lois nationales des pays dans lesquels elles sont établies et ainsi de suite. Et oui, la responsabilité de l'Église est encore beaucoup plus forte parce qu'il s'agit de personnes qui s'en remettent à elle pour leur orientation spirituelle, intellectuelle et leur développement personnel. Donc, quand on sait les sociétés dans lesquelles on se trouve, où il y a des grands conflits de société comme ceux de la pédérastie, ceux de la pédophilie, les débats sur l'homosexualité, le sexe qui est énormément sponsorisé, c'est-à-dire tout ce qui est vice, tout ce qui est... forcément, oui. Je pense que tous ceux qui s'intéressent à leur religion sont très sensibles à ce qui peut advenir des enfants qu'ils envoient à l'église, de leur propre cheminement spirituel, de leur propre cheminement intellectuel. Lorsque un homme va amener sa femme à l'église, lorsque un homme va amener sa fille à l'église, lorsqu'un homme va amener ses garçons à l'église, ce sont des questions qui sont très... comment dirais-je, très d'actualité au niveau des populations. Les gens ont envie quand même que l'Église spécifie et se prononce sur un certain nombre d'axes afin de pouvoir, comment dirais-je, un tant soit peu assumer la communion qu'elles ont envie d'avoir avec elle. Si les gens ne sont pas assurés avec tous les scandales qui se sont passés, que l'Église peut continuer d'incarner un minimum de probité, les gens vont quitter les églises. Et c'est ce qui se passe en Europe, où les gens fortement ont déserté les églises et que au final, on se retrouve avec majoritairement des populations africaines. Actuellement, l'Afrique, c'est dans la plupart des confessions, c'est un des gros piliers. Que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, on s'appuie fortement sur les ouailles africaines. Bossolé Yobekou, comment on peut expliquer, Horus l'a dit, il y a des dérives dans toutes les confessions religieuses. Au niveau du christianisme, les autres démembrements ne sont pas exclus. Mais là, on parle spécifiquement des catholiques, puisque le débat touche les catholiques. Comment on peut expliquer qu'on soit avec des prêtres qui fondamentalement ont fait vœu de chasteté et tout, et qui s'en prennent à des êtres innocents, notamment les enfants, et des personnes fragiles? Comment on explique ça?
puis au fait, on ne peut pas l'expliquer. Et puis on ne peut pas aussi excuser ça, parce que on fait avant d'être prêtre, et on a fait les vœux de chasteté, et ce n'est pas qu'on est tombé. On est prêtre avant qu'on te présente les lois, les règlements qui accompagnent cette vie de prêtre. Mais on est quand même informé avant de s'engager. Ouais. Mais je peux l'expliquer par le fait que de la nature humaine. Donc, après tout, les prêtres aussi sont des hommes. Et aussi, l'homme est ce qu'il est. Donc, et c'est pour cela que la société est quand même organisée. Lorsque vous commettez une erreur, vous êtes quand même jugé. Mais la particularité au niveau de l'Église, au niveau des prêtres, et non seulement les prêtres, et au-delà de l'Église catholique, dont les dirigeants, les responsables prennent leurs responsabilités, c'est parce qu'ils ne peuvent que parler de l'Église pour laquelle ils sont quand même des responsables. Mais il y a ça, c'est partout. Et vous venez de le dire au niveau des autres confessions religieuses aussi, les pasteurs, tout ça, avec les abus. Et au-delà des confessions religieuses aussi, c'est toute la société. Les corps, au niveau des différents corps de la société. Mais quand on revient sur l'abus au niveau de l'Église catholique, pour l'expliquer, j'ai dit que il n'y a pas à l'expliquer et il n'y a pas à excuser les abus. Mais ce qui se passe, c'est que pour avoir abus sexuel, il faut quand même aussi, ça part de l'abus d'autorité. Quelque part, quand vous prenez les prêtres et les fidèles considèrent les prêtres quelque part comme... on les déifie. Les gens qui sont un peu au-dessus d'eux et qui sont leurs pères. On les appelle quand même leur père. Même donc, si vous êtes plus âgé que lui, c'est mon père. Bien sûr. Donc l'Église est organisée en ce sens que le prêtre, c'est lui qui est quand même, qui conduit la paroisse, qui est le curé d'ailleurs qui conduit la paroisse, qui conduit les fidèles. Et quelque part, avec sur le plan quand même purement spirituel, le prêtre a quand même une position un peu plus dominante, entre guillemets, par rapport aux fidèles. Et lorsque vous abusez de cette position-là, il y a d'abord l'abus d'autorité, et c'est cette position-là qui fait des fois que les gens, même les victimes, n'arrivent pas à faire leur choix lorsqu'ils se présentent devant cette autorité-là. Donc c'est pour cela que l'abus sexuel quand même ne peut pas être excusé. Donc, et il faut quand même le dénoncer. Mais ici aussi, le drame, c'est quand cet abus est exercé sur un enfant. Oui, c'est ça le drame aussi. C'est ça le drame. Et aussi, quand on parle de pédophilie, et c'est ce qui s'est passé pendant des décennies, en Occident et dans les autres coins du monde où les prêtres ont été accusés d'abus sexuels, surtout sur les enfants, parce qu'on croit que les enfants sont des innocents. Et il est difficile que lorsque on commet ces crimes-là sur les enfants, pourquoi habituellement c'est sur les enfants? Parce que c'est difficile qu'ils dénoncent ces abus-là. Et aussi par rapport à cette position dominante où les enfants prennent le prêtre comme Jésus-Christ, entre guillemets. Donc, il est très difficile qu'on imagine qu'un prêtre puisse commettre une faute, une erreur de cette envergure-là. Donc, c'est pourquoi il appartient aux responsables de sévir. Et j'apprécie cette sortie quand même de nos évêques, et la manière de prendre le taureau par les cornes et de pouvoir lutter contre ça. Il est vrai, dans la société, on a eu quand même des prêtres qui ont été en prison. La société quand même ne badine pas avec ça. Lorsque vous êtes coupable, que vous soyez religieux, vous soyez pasteur, vous soyez prêtre, vous soyez quoi, c'est que vous êtes quand même, tout le monde
et vous ne pouvez pas, la justice ne va... Vous êtes injustifiable. Vous êtes justiciable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis, il appartient aux responsables de prendre le devant et de décourager ces abus-là. Il faut vivement qu'on décourage ces abus et partout, en dehors même de l'Église catholique, dans les autres confessions religieuses aussi, ces abus sont quand même lésions et il faut quand même qu'on évite ça et que surtout qu'on sanctionne lorsque c'est prouvé que c'est... Alors ici, au niveau de l'Église catholique, ce qui a été trouvé, c'est ce code de conduite de protection contre les abus. C'est un document qu'on signe. Moi, je travaille aussi pour une organisation de protection de l'enfance. Je connais ce genre de document. Mais quand on est dans un milieu où les faits d'abus sexuels sont une endémie, est-ce qu'un code de conduite règle cette affaire ? Oui, mais justement, c'est là où je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit. Justement, le problème des prêtres catholiques, c'est qu'ils ne sont justement pas justiciables comme les autres. Et c'est ça qui a fait les scandales d'Amérique latine, dans d'autres pays, même des pays européens, ainsi de suite. C'est justement le fait que, comme les prêtres sont sous la juridiction de l'Église, exactement, et que, comme je disais, je spécifiais au début, le Vatican est un État puissant, il faut préciser, mais il n'est pas facile, justement pour cela, il n'est pas facile pour la victime de défendre ses droits. Et les États, la justice des États dans lesquels se commettent les crimes n'est pas aussi puissante que les juridictions du Vatican. Et donc très souvent c'est étouffé. Ou bien soit on a la victime à l'usure, ou soit il y a des démentis. Et la victime, elle, se retrouve seule. Parce que très souvent, ce sont des victimes qui sont dénuées de moyens. Parfois, ce sont des victimes qui sont dans des régions qui ne sont pas spécifiquement développées ou qui sont sujets à corruption. Les soucis, je pense le souci même qui a été celui des deux derniers papes, ça a été justement de statuer sur la possibilité d'embastiller des prêtres, voire des évêques qui étaient coupables de certains abus. Je pense que le pape actuel lui-même a été soupçonné de connaître, d'être au courant d'un certain nombre d'abus qui auraient pu d'avoir protégé du côté de l'Argentine. Donc ce n'est pas rien. L'Argentine, par exemple, est un pays qui est nettement plus développé que d'autres. Donc le souci, justement, c'est que malheureusement, les prêtres, disons, les responsables catholiques ne sont pas justiciables comme les autres. Maintenant, effectivement, même moi, je me serais attendu à quelque chose de beaucoup plus radical dans la démarche qu'un genre de charte que l'on signerait, une déclaration de bons procédés, de bonnes intentions, qui en réalité ne contraint pas à grand-chose. Parce qu'en réalité, ce que les gens veulent savoir, c'est, à mon sens, les possibilités de recours et les possibilités d'être protégé ou du moins de pouvoir sévir lorsque un membre de l'Église catholique est impliqué dans un abus. Et donc, si par exemple demain un prêtre commet un abus, est-ce que justement il peut devenir enfin justiciable comme les autres? Parce que s'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le giron de l'Église catholique, ben, il serait enfermé dans les instants qui suivent peut-être le dépôt de plainte. Si par exemple je prends le cas des États africains, quelqu'un qui va venir porter plainte, si c'est avéré, ben, on viendra vous chercher, on va vous enfermer. Est-ce que l'attitude va être la même s'il s'agit d'un prêtre catholique, d'un archevêque et ainsi de suite? Voilà où se situe le souci. Et ce souci-là, il est mondial. C'est-à-dire, la réaction des gens vient du fait que pendant des années, que ce soit dans des couvents, que ce soit dans des institutions, que ce soit dans des écoles, pendant des années, des décennies, ainsi de suite, des gens se sont retrouvés victimes d'abus sans possibilité de pouvoir défendre, pour porter plainte, porter leurs droits. Et même à présent, malgré l'âge qu'ils ont, malgré le fait qu'ils aient pu se constituer parfois en organisation et qu'ils aient pu prouver le fait qu'ils avaient été abusés, ils ne sont pas rentrés dans leurs droits. Parfois, on a simplement évacué le responsable et on l'a mis ailleurs, en disant, en prétextant de la possibilité pour l'Église catholique de punir elle-même ses membres. Là où
selon la loi, la personne aurait fait, la prison aurait fait peut-être des travaux forcés ou des travaux d'intérêt généraux. Donc, pour moi, c'est intéressant, mais cela ne permet toujours pas de régler le problème dans le fond. D'accord. Toujours est-il que dans le cas du Togo, il faut peut-être le souligner, le père Afognon le rappelle, que les cas d'abus sexuels existent dans le système éducatif, par exemple, y compris au niveau de l'enseignement catholique. Il disait qu'il y a une dizaine d'années, un prêtre qui avait commis un abus sur mineur en milieu scolaire, il a été dénoncé. À l'époque, au moins 3 cas ont été dénoncés et leurs auteurs condamnés à des peines d'emprisonnement. Mais il estime aussi qu'il y a des cas parfois de fausses accusations. Mais moi, je veux aussi qu'on ouvre le débat sur cette autre question. Est-ce que tout cela a un lien à voir avec le célibat des prêtres? Non, pas du tout. Pas du tout ça. Bon, on peut le dire, les gens le disent, que le fait que le prêtre n'ait pas une femme à la maison, c'est ça qui le pousse des fois à commettre de ces abus-là. Moi, je dis que c'est non. Il y a des pasteurs, il y a des responsables mariés qui ont un bon foyer, mais qui commettent de ces crimes-là. Avant de répondre à la question, je voudrais faire cette remarque-là. Le prêtre est justiciable comme tout citoyen, en tout cas au Togo. Et au Togo, il n'y a aucune loi qui dédouane le prêtre lorsqu'il commet un abus pour qu'on puisse dire qu'il appartient au clergé de le juger. Non, pas du tout. Et moi, je connais des exemples de prêtres comme ce que vous venez de la déclaration du père Afognon tout à l'heure. Mais avant ça, moi, je connais des prêtres, des cas où j'ai été quand même témoin des cas où des prêtres ont commis des erreurs, des abus, où ils ont été emprisonnés. Au Togo, ici, donc, il n'y a pas de loi. Une autre loi pour les prêtres, une autre loi pour les pasteurs, une autre loi pour les autres citoyens. Non, un prêtre est avant tout un citoyen. Devant la loi, un prêtre est avant tout un citoyen comme les autres. Donc, il suffit, le problème, la difficulté réside au niveau des victimes de porter plainte. Et c'est le cas spécifique des prêtres. Peut-être que, je l'ai dit tantôt, les victimes, pour porter plainte, c'est plus difficile lorsqu'il s'agit d'un prêtre ou même d'un pasteur. Parce qu'on se dit que non, tu seras mal vu au niveau de l'église, tout ça. Mais quand on porte plainte, le prêtre est jugé de la même manière qu'un citoyen lambda au Togo. Et je crois que c'est comme ça aussi dans tous les pays d'Afrique ou du monde. Donc, pour le célibat des prêtres, je l'ai dit, on connaît ça avant de s'engager. Donc, lorsque un prêtre commet un abus, on ne peut pas justifier ça par le fait qu'il n'ait pas de femme à la maison. Non. Donc, la société est ce qu'elle est. Et surtout, pour cette déclaration, surtout dans les milieux scolaires, ça aussi, c'est un milieu aussi où les abus sont nombreux. Quand il s'agit, on a parlé de l'Église catholique, mais de toutes les confessions, au niveau même public, de l'école publique. C'est ce qui a amené même l'État togolais à renforcer encore l'arsenal judiciaire. Pas plus tard que le mois de décembre passé, où l'Assemblée nationale a voté la loi contre les abus sur mineurs apprenants. Oui. C'est spécifique contre les apprenants, parce que j'ai parlé de position dominante pour le moment. Vous l'enseignant, même l'enseignant, tout ça a une position. Et ça, on a corsé quand même les sanctions. Et la manière de sanctionner aussi, par exemple, lorsque il y a quand même abus et par rapport aux mineurs aussi. Avant, on parlait lorsqu'il y a consentement. Même s'il y a abus, s'il y a consentement, bon, c'est quand même plus facile à l'auteur de s'en sortir. Mais maintenant, à partir de décembre, au Togo, lorsque vous commettez un abus, ou bien vous avez une simple relation sexuelle, même un attouchement d'un apprenant qui a moins de 16 ans, que ça soit consenti ou pas, vous êtes condamné. D'accord. Parce que c'est interdit maintenant de toucher à un enfant, et je parle des deux sexes, à un enfant qui a moins de 16 ans, qu'il soit consentant ou pas.
Donc, je crois qu'au niveau de la société aussi, je crois qu'on est en train de prendre cette responsabilité-là. Et le clergé a bien fait. Il faut commencer par quelque part. Vous signez quand même le clergé ne peut pas se lever et dire qu'à partir de maintenant, il n'a pas le moyen de sanctionner, d'emprisonner les prêtres. Mais à son niveau, il doit quand même prendre ses responsabilités. C'est pourquoi il avertit déjà les prêtres. Il les sensibilise. Je crois que c'est une sensibilisation et une prise de conscience en signant quand même cette charte-là, ce code de bonne conduite. Là, c'est bien. Alors ici, quand on a suivi aussi ce débat dans les pays occidentaux, là où ça s'est un peu cristallisé, c'est sur la réparation. Quand on a finalement compris que il y a eu l'acte a été commis, comment on répare? Parce que après le débat, c'était de dire si l'Église doit réparer, c'est-à-dire en numéraire, l'argent de l'Église, c'est les fidèles qui le cotisent. Donc vous utilisez l'argent des mêmes victimes pour les réparer après. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de très complexe. Après, c'est très complexe parce que comment est-ce qu'on répare un tel préjudice? C'est un préjudice moral, c'est un préjudice à vie. Ça fait partie de la personne jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, alors, oui, c'est l'argent des fidèles, ceux qui cotisent. Il n'y a pas de problème, mais après, l'Église en elle-même est un État qui est particulièrement puissant et qui est particulièrement riche. Donc, moi, je trouve normal que l'on puisse quand même dédommager les personnes pour les préjudices qui ont été commis. Ça, je pense, que c'est tout à fait normal parce que il y a la banque de l'Église. C'est-à-dire l'Église ne doit pas sa richesse qu'aux cotisations. L'Église doit sa richesse aussi à ses investissements. Et donc, c'est de l'argent qui a généré de l'argent. Et sur plusieurs siècles. Il ne s'agit pas juste que des cotisations. Si je pense que quand on a les églises que nous avons, si ces églises elles devaient vivre juste avec les cotisations, ce serait impossible. Et donc je pense que oui, que l'église se doit de dédommager les victimes. Mais absolument. Il y avait la question du célibat des prêtres qui est intéressant. C'est que... alors, c'est quelque chose qui est institué par l'église, mais qui n'est pas institué par la religion en fait. Parce que dans la même religion, on a des personnes qui se marient. Maintenant, après, de toute façon, au niveau même des prêtres, on a eu des prêtres, des papes mariés jusqu'à une certaine époque de l'histoire. Exactement. Et même en Afrique, on a eu de nombreux prêtres qui, en réalité, ont eu des femmes, ont eu des enfants, ont eu de la descendance. Mais seulement cela a été gardé secret. Quand les enfants eux-mêmes n'étaient pas envoyés dans des couvents ou des orphelinats. Et d'un point de vue médical... je pense qu'il y a quand même des conséquences pour un homme à ne pas à un moment assumer sa sexualité de façon normale. Vous avez des cas par exemple d'anaphysis, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir avoir de désir. Vous avez des cas des gens qui deviennent obsédés, des gens qui... C'est quelque chose de... Mais après, encore une fois, ça c'est une mécanique interne à l'Église et c'est elle qui revient de statuer sur le célibat des prêtres ou le non-célibat de ceux-ci. Toujours est-il que je suis tout à fait d'accord avec Beausoleil quand il dit que c'est un engagement que la personne prend quand elle décide de rentrer dans l'Église. Une fois que cela ne vous sied plus, vous en sortez. L'Église ne vous contraint pas à y rester. Donc, voilà. Mais je pense que pour le dédommagement des victimes, oui, il le faut. On ne peut pas se réfugier derrière la Libye qu'il s'agit des cotisations des membres, en sachant que l'Église catholique, c'est quand même plusieurs siècles d'enrichissement. Et cet enrichissement-là ne concernait pas strictement la cotisation des gens. Mais non, absolument pas. On le rappelle, c'est l'une des églises les plus riches. Les plus riches, et je pense, monde, même la banque doit être une des plus puissantes, et ainsi de suite. Voilà, donc... De toute façon, on espère que ça contribue, pas peut-être à éliminer, mais à diminuer drastiquement le phénomène. Oui, bien sûr. Et c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Donc, et c'est pourquoi cette démarche-là, moi, je l'apprécie. Et pourquoi parce que ça permet de diminuer quand même ces abus et pourquoi pas les éliminer. Donc, l'objectif, c'est de les éliminer. Et il faut, lorsque la conséquence de ces abus-là, vraiment sur les familles, sur les communautés, les gens ne le voient pas parce que c'est vraiment déplorable. Et parce que dire après que c'est mon prêtre, ça fait mon père ou mon pasteur qui m'a abusé,
on est marqué à vie. Bien sûr, aussi. et même au niveau de la communauté religieuse aussi, on est marqué. Oui, c'est un discrédit. Des fois, et je le dis, il faut le répéter, ce n'est pas que dans l'Église catholique. Donc, c'est partout, partout dans ces conférences. C'est que peut-être les autres, ils n'ont pas encore levé le voile sur le phénomène, qu'on n'en connaît pas l'ampleur aujourd'hui. Non, mais la société connaît l'ampleur. Quand on parle des abus des pasteurs, des abus des responsables religieux, même les prêtres traditionnels vaudous aussi. Bien sûr, lorsque les gens vont dans les couvents, ce qui se passe, tout ça, il y a de ces choses-là. Quand on sommes dans une société où, lorsque ça se passe, mais maintenant, il y a quand même les réseaux sociaux aussi, ça. Le monde, nous vivons actuellement dans un monde où les informations passent vite, et je crois que c'est bien de commencer par quelque part, et avec les autres confessions religieuses aussi doivent suivre l'exemple là, parce que ce n'est pas parce que les prêtres ne sont pas mariés qu'ils commettent ces abus-là. Je parle, et ça a été aussi prouvé que des pasteurs ont commis des abus alors qu'ils ont des mariés à la maison. Donc ça, c'est un phénomène, c'est quand même, il faut vraiment arriver à décourager ça et à l'éviter pour éviter de semer la désolation dans les familles. Parce que quand ça arrive, il y a ces abus comme ça qui ont détruit des familles entières jusqu'à maintenant. Et aussi au niveau individuel, quand vous prenez des enfants issus de ces viols-là, ils sont marqués à vie. Bien sûr, donc bien sûr. voilà. Espérons que ça contribue à apporter la solution. Merci beaucoup.